Aujourd'hui, nous allons reprendre le programme de quatrième. On va mettre un petit peu de côté la méthodologie, on reviendra sûrement dessus plus tard, en présentiel ou toujours sous forme de vidéo. Mais voilà, ça fait un petit moment que vous n'avez pas fait de géographie, donc il me semblait que c'était important quand même de vous reproposer cela. Bon bah désolé hein, pour cette vidéo, j'ai pas trouvé de nouvelles petites chouettes profs sur Google, donc cette fois-ci je vous ai mis une petite planète Terre édentée pour introduire la vidéo. Sinon j'aurais besoin à la fin de la vidéo que vous me fassiez un retour sur la longueur. La dernière fois elle faisait 44 minutes, alors bon j'ai quand même laissé parce que je me suis dit qu'il y avait quand même des choses importantes sur la méthodologie qu'il fallait que je puisse vous dire, mais c'est peut-être trop long. L'idéal, ça serait quand même que vous puissiez vous gérer, c'est-à-dire que quand la vidéo est trop longue, bah voilà, vous regardez 15 minutes, puis la fois d'après 15 minutes, les 15 minutes suivantes, et puis encore la fois d'après les dernières 15 minutes, pour que moi je puisse quand même proposer à tout le monde du contenu assez important. Parce que enfin, je pourrais très bien faire des vidéos de 5 minutes, mais voilà, je pense que si je veux que vous progressiez, chacun à votre niveau, l'intérêt c'est quand même que je puisse en donner le maximum et que vous puissiez faire à votre niveau ce qu'il est possible de faire. Voilà, enfin bon, n'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Je vous mettrai sûrement sur Cuisinière, comme d'habitude, une petite question libre qui n'est pas comptée dans le barème mais qui vous permet de vous exprimer et de me faire quelques retours. Vous prenez donc votre cahier et vous l'ouvrez à la partie géographie. Donc normalement, si vous avez bien suivi l'organisation depuis le début de l'année, la géographie c'est à partir du milieu de votre cahier. Et donc voilà, on a fait plusieurs chapitres jusqu'à présent. Évidemment, vous allez voir que la partie est plus mince puisqu'il y a quand même deux chapitres qu'on a fait en continuité pédagogique et en plus je vous avais pas forcément laissé de trace écrite pour le tourisme et ses espaces. On l'a abordé avec le travail sur les Cévennes, Venise et tout ça, mais on n'a pas eu, on n'a pas pu faire de retour là-dessus. Donc voilà. Vous prenez donc quand même la suite, tant pis si vous n'avez pas écrit chapitre 4, le tourisme et ses espaces, ou chapitre 3, peu importe, vous continuez à la suite de votre cahier. Vous aurez besoin des couleurs habituelles, rouge, noir, bleu et vert. Et vous recopiez le titre en rouge, chapitre 5, Mer et océan, un monde maritimisé. Et puis vous sautez une ligne en noir, problématique. Pourquoi les espaces maritimes sont-ils au cœur de la mondialisation? Donc le dernier thème de l'année est centré sur les espaces transformés par la mondialisation. On abordera les États-Unis et puis après le continent africain dans d'autres chapitres, peut-être en présentiel, peut-être à distance, je sais pas encore. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à un espace qui est peu connu, et d'ailleurs certains élèves souvent pensent que c'est même pas un espace géographique, puisqu'il s'agit des espaces maritimes. Or, les espaces maritimes, comme leur nom l'indique, ce sont les espaces qui se trouvent en mer, donc des espaces constitués d'eau, mais c'est pas parce qu'on peut pas marcher dessus que ce ne sont pas des espaces géographiques à part entière. Donc c'est cela qu'on va, ce sont ces espaces-là qu'on va étudier aujourd'hui. Dernier petit commentaire, attention à ne pas confondre les espaces littoraux, c'est-à-dire en bord de mer, et les espaces maritimes, c'est-à-dire en pleine mer. Et là, on va bien parler des espaces maritimes, c'est-à-dire en pleine mer, bien qu'on évoquera quand même les espaces littoraux. Grand 1, des espaces au cœur de la mondialisation économique. Vous pouvez donc noter ce titre en rouge comme vous le voyez sur l'image. L'objectif de cette partie, c'est de comprendre le rôle des espaces maritimes dans l'économie mondiale. Alors en fait aujourd'hui, les échanges mondiaux passent essentiellement par les mers et les océans. C'est-à-dire qu'en fait, que vous achetiez des baskets, le dernier iPhone, une console de jeux vidéo, un t-shirt, un pantalon, quoi que ce, enfin tout ce que vous voulez, très souvent ce produit aura traversé soit une mer, soit un océan, voire les deux à la fois, enfin simultanément. Donc, il faut vraiment choisir, enfin, il faudrait vraiment choisir des produits qui sont issus des circuits courts, c'est-à-dire qui sont produits en intégralité en France, pour que l'on soit sûr que l'objet n'ait pas traversé un océan ou une mer. Ça implique plusieurs phénomènes.
Ça veut dire qu'il va falloir trouver des moyens pour transporter le plus de marchandises possible à la fois. Donc comment est-ce qu'on va faire? Quels moyens on va utiliser? Et puis ça suppose aussi d'aménager les espaces pour qu'ils puissent justement permettre ces échanges-là. Alors, aujourd'hui, pour ce grand 1, je vais vous proposer de mettre en pratique la méthode d'analyse des documents, mais cette fois-ci appliquée à des documents de géographie. Vous allez voir, c'est exactement la même chose. Donc, à chaque diapo, je vais vous mettre un document plus une question. Vous devrez regarder le document, chercher très rapidement les éléments qui vous permettent de présenter ce document, regarder la question, puis à nouveau, enfin, reformuler la question dans votre tête, puis à nouveau vous replonger dans le document en ayant en tête la question pour pouvoir chercher les informations nécessaires. J'aimerais vraiment que vous mettiez pause à chaque document pour pratiquer la méthode qu'on a vue ensemble. Ne relancez la vidéo que quand vous êtes sûr d'avoir fait l'effort nécessaire pour progresser. Moi, dans la position que j'ai actuellement, je ne peux vous forcer à rien. Là, c'est vraiment à vous de faire preuve d'autonomie, d'une certaine forme de maturité, on peut même aller jusque-là, pour vous prendre en main. C'est vraiment à vous de vous dire que si vous ne faites pas cet effort nécessaire là chez vous, sans voilà l'enseignant derrière avec son regard menaçant pour vous forcer à travailler, ben voilà, vous allez stagner et malheureusement si le passage en troisième se fait, et j'espère qu'il se fera comme il aurait dû se faire classiquement, ben voilà, c'est vous qui allez vous retrouver dans des postures un petit peu délicates avec des compétences qui sont pas acquises alors que vous auriez dû les acquérir en niveau de quatrième. Voilà. Donc n'hésitez pas évidemment, moi je suis là pour vous aider quand même, hein. Il s'agit pas non plus de tout faire tout seul et comme des grands. Vous allez rencontrer les difficultés que vous auriez rencontrées de toute façon en classe. Donc pour ça, je vous mettrai sur Cuisinière bah voilà, des questions pour que vous puissiez poser vous vos questions. Pour qu'on puisse communiquer, parce qu'il me semble que c'est plus simple pour vous de poser par Cuisinière plutôt que d'envoyer des messages sur Arsène. Moi j'en reçois énormément sur Arsène, des messages de parents, de collègues, etc. Donc voilà, au moins sur Cuisinière, je sais sur quoi vous posez votre question, sur quel document. Bref, passons à la suite. Vous voyez donc le document et la question qui se trouve en haut. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, n'oubliez pas la méthode. Vous regardez le document, vous relevez les informations pour le présenter éventuellement, puis ensuite vous lisez la question. Ici, la question c'est relever les deux espaces qui sont au cœur de l'économie mondiale, justifiez votre réponse. Attention, finalement il y a deux questions en une seule, puisque vous devez d'abord relever des espaces et en plus vous devez justifier votre réponse. Ça signifie en fait qu'il va falloir développer un minimum. Vous pouvez pas vous contenter de juste dire les deux espaces sont, deux points, et hop, vous me dites les espaces. Non, il va falloir développer, expliquer à partir du document. Je vous laisse mettre en pause. Alors, on va corriger. Je vous propose une réponse possible. Vous pouvez la recopier dans votre cahier à la suite de votre propre réponse pour pouvoir vous corriger et surtout, comme je l'ai déjà dit, pour progresser. C'est vraiment ça l'objectif. Si votre réponse correspond à peu près, hein, c'est comme d'habitude, comme quand on était en classe, vous gardez votre réponse, il n'y a aucun souci là-dessus. Si vous n'êtes pas content de votre réponse, bah, vous prenez celle que je vous propose. Alors, la réponse que je vous propose, c'était premier espace, vous l'avez remarqué à partir de ce planisphère, qui est donc un planisphère pas reconstitué à la main, mais c'est une image satellite du trafic maritime mondial. Donc l'espace maritime est recouvert de routes maritimes qui permettent aux bateaux de circuler d'un endroit à l'autre. C'est ce que vous voyez ici. Les flèches, enfin c'est pas des flèches mais les traits verts là en grand nombre qui font quasiment comme si c'était colorié, des plages de couleurs. Ça, ce sont les routes maritimes. En fait, vous vous rendez compte que les bateaux, à part dans l'océan Atlantique ou le Pacifique, les bateaux ont l'air de prendre quand même souvent, très souvent, les mêmes chemins. D'accord? C'est comme si ça faisait des autoroutes, alors qu'ils sont énormes, hein, vous allez me dire, là ça fait plusieurs centaines de kilomètres.
même plusieurs milliers de kilomètres. Mais vous constatez quand même qu'il y a des sortes de routes, et là on le voit très bien, puisque les zones bleues sont des zones qui sont quasiment pas traversées par des bateaux. Là on le voit aussi très bien, on voit comme s'il y avait un maillage de routes un petit peu partout. Et sur les océans, comme je vous l'ai dit, là c'est un petit peu plus diffus, on a un petit peu partout. Là, les espèces de taches, c'est pas que les bateaux sont perdus et qui tournent en rond et qui savent plus où aller, c'est simplement qu'on est sur des archipels, des îles, donc on peut imaginer assez facilement qu'en fait les bateaux sont autour des îles et qui circulent un petit peu entre les îles. Pareil pour ici et pareil pour ici. Deuxième réponse, ces bateaux partent et arrivent sur les façades maritimes. Ça, ce sont les deuxièmes espaces, c'est-à-dire des ports qui permettent de charger et de décharger les marchandises qui circulent. Donc premier espace, la mer et l'océan. Deuxième espace, les façades maritimes, donc les endroits où les bateaux vont arriver le long des côtes. Donc là, on est sur plutôt des espaces littoraux. Ce sont des littoraux. Si vous avez dit littoraux à la place de façades maritimes, c'est acceptable. Par contre, je vous demanderai de noter en vert façade maritime, région littorale formée de plusieurs grands ports. Ça, c'est du vocabulaire technique qu'il faut connaître. Donc, autant je vous laisse libre de choisir si vous voulez recopier ça, autant. Document suivant. Quelle invention a permis aux produits de consommation de traverser les mers et les océans? Cette fois-ci, vous avez une question très simple. Donc, qui appelle une réponse très simple. L'invention, c'est, et puis vous me dites ce que c'est. Je vous laisse mettre pause, puisque là, je vais donner des éléments de réponse. Donc, sur ce document, vous voyez un gros bateau, et ce gros bateau, il est chargé de plein de grosses boîtes. Ces grosses boîtes, on les appelle des containers. Donc on voit d'après le titre que ce bateau en comporte 11 000 grosses boîtes. Et il s'agit là de l'invention majeure, c'est-à-dire l'invention des containers. Donc il s'agit de la conteneurisation qui permet de transporter des marchandises dans des grosses boîtes, dans des containers. Et ces grosses boîtes sont chargées sur un bateau qu'on appelle du coup un porte-container. Ces boîtes, elles ont quasiment toutes la même taille. Vous allez en avoir des plus ou moins grandes ou des plus ou moins voilà, longues, voilà. Mais elles sont quand même largement uniformisées. D'accord? Que vous ayez le grand modèle ou le plus petit modèle, elles sont uniformisées sur des mêmes dimensions. C'est-à-dire qu'en fait, on peut jouer à Tetris avec ces boîtes, et puis quoi qu'elles comportent, que ce soit des choses plutôt fragiles, des décorations de Noël, des tout petits appareils comme des lecteurs MP3, encore plus petits des piles ou des sacs à main, du mouton. D'accord, donc de la viande, visiblement, même des moules, de la nourriture pour chat, enfin bref, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on consomme en fait très régulièrement, des fers à lisser pour les cheveux. Tout ça, vous êtes bien d'accord, vous êtes bien conscient que ça n'a pas la même taille, ça n'a pas la même fragilité, ça n'a pas le même poids, mais pourtant, on va les empiler, on va les mettre dans des boîtes, et ces boîtes, on va pouvoir les empiler elles-mêmes sur des énormes bateaux qui vont traverser les océans. Donc du coup, comme on met énormément de boîtes sur le même bateau, ça va considérablement baisser le prix de revient du transport. C'est-à-dire qu'en fait, votre bateau, là, il va être chargé de millions et de millions de tonnes d'objets en tout genre. Enfin, pas de tonnes, mais d'objets en tout genre. Et il va faire, en un seul trajet, il va apporter tout ça au pays qui va acheter ces produits-là. Donc, vous pouvez vous corriger. La conteneurisation a permis l'augmentation du transport des marchandises. Et là, comme tout à l'heure, je vais vous demander de recopier au moins cette définition, la correction si vous voulez, mais en tout cas la définition. Conteneurisation fait de transporter des marchandises dans des containers. Dernier document pour ce grand 1,
Là, cette fois-ci, il s'agit d'un texte, et je vais vous demander de montrer que les transports maritimes sont au cœur de la mondialisation. Alors souvent, quand on vous demande de montrer, ça signifie qu'il faut aller chercher des preuves dans le document, et ces preuves peuvent prendre la forme de chiffres, de données chiffrées. Donc là, c'est à vous un petit peu d'aller chercher à la pêche, d'aller à la pêche aux chiffres, sachant que ici, vous avez quand même une aide très importante, puisque on vous a mis les chiffres clés en gros, en couleur, en gras, etc. Donc vous pouvez aussi vous appuyer là-dessus, sachant que cet encart-là n'aurait pas été là en contrôle. En contrôle, ça, vous ne l'auriez pas, et on vous aurait mis simplement le texte. Vous pouvez noter ce premier bilan qui permet de répondre aussi aux documents précédents, c'est pour ça que je me suis pas attardée dessus. Je vais essayer de faire une vidéo qui soit pas trop longue et on en est déjà à 15 minutes pour la première partie, donc il faut que j'accélère un petit peu. Vous mettez pause, vous recopiez et on passe au grand 2. Grand 2 en rouge, des espaces stratégiques contrôlés par les États. Alors, pour éviter que la vidéo soit trop longue, cette fois-ci, je vais vous expliquer moi-même les principales idées à retenir par rapport aux espaces stratégiques que les États veulent contrôler. Tout d'abord, les espaces maritimes sont l'objet d'enjeux géopolitiques. Alors, la géopolitique, c'est c'est l'étude des rapports entre les États, les relations militaires, les relations pacifiques, voilà, c'est l'étude de toutes les relations qui peuvent exister entre plusieurs États. Je vais d'abord vous lire le texte du document 2 et puis on va regarder un petit peu à quoi ça correspond sur l'image. La mer de Chine méridionale est devenue en ce début du XXIe siècle un foyer de tensions militaires. En effet, selon le droit de la mer, chaque pays dispose d'une zone économique exclusive, appelée ZEE, de 200 miles marins au-delà de ses côtes. À l'intérieur de cette zone, la navigation internationale est autorisée, mais l'exploitation des ressources halieutiques, minérales et énergétiques est exclusivement réservée aux pays qui la possèdent. Or, en mer de Chine méridionale, ces ZEE sont d'autant plus convoitées qu'elles contiennent de riches gisements de pétrole et de gaz, plus particulièrement aux environs des îles Spratly, et se situent sur des voies maritimes parmi les plus fréquentées du monde. Cécilia Nantier, Tensions belliqueuses en mer de Chine, www.herodote.net, octobre 2015. On prend bien le soin maintenant d'aller jusqu'au bout pour avoir des éléments de présentation du document. Là, on comprend que c'est un article de presse. Hérodote, c'est un journal d'histoire. Ça peut être un article de presse, même sur Internet, ça c'est pas un souci. Ça date de 2015, donc c'est relativement récent, depuis 5 ans maintenant. Cécilia Nantier, vous la connaissez sans doute pas, mais il semblerait que ce soit là, dans ce cas précis, une journaliste voilà, qui est spécialisée dans les questions relatives aux tensions en mer de Chine. Petite explication pour revenir sur les ZEE, puisque c'est un terme qu'il va falloir connaître, on notera la définition plus tard. Donc la ZEE, on vous dit que c'est une zone qui se situe à 200 miles marins. Donc en fait, cette zone, elle a été réglementée à partir de 1982 par la Convention de Montego Bay, qui a permis donc de définir pour tous les pays du monde des espaces dans les mers et les océans pour savoir un peu à qui était quoi. Donc à partir de 1982, chaque État riverain, c'est-à-dire qui a une bordure sur l'eau, riverain d'un espace maritime, chacun de ces États dispose d'eau territoriale, donc jusqu'à 22 km au bord de son pays, et d'une ZEE, c'est-à-dire une zone économique exclusive de 370 km, qui lui permet de ponctionner exclusivement toutes les ressources, on vous disait dans le texte énergétique, halieutique, enfin bref, tout ce qu'il y a à l'intérieur de cette zone. Ça peut être du pétrole, ça peut être des poissons, ça peut être du corail, ça peut être plein de choses. Il n'y a que le pays riverain, qui se trouve au bord là, qui a le droit d'aller chercher ses ressources. D'accord? Si un petit bateau du voisin vient là vous prendre des ressources, bah là il est dans le cas de vol, il n'a pas le droit d'être là, il doit retourner dans la zone
dans la ZEE de son propre pays. Le souci avec ces ZEE, c'est que parfois elles sont très faciles à mettre en place, parce que le pays est tout seul, d'accord? Par exemple les Philippines de ce côté-là, bon bah ils sont tout seuls, la ZEE de leur pays, elle est approximativement dans cette zone-là. Par contre, il y a d'autres zones où on est face à des archipels, on a des pays qui sont imbriqués les uns dans les autres, et donc il va y avoir des revendications sur des îles, pour obtenir en fait les ressources qu'il y a autour de ces îles. Donc on vous parlait dans le texte des îles Spratly, donc elles se trouvent ici, dans le texte c'était là, et les îles Paracels qui se trouvent ici. En fait ces îles, ces petites îles toutes petites, elles sont intéressantes non pas pour la portion de terre, mais pour la ZEE potentielle qu'il y aurait autour de l'île. Donc le Vietnam, qui se trouve ici, va convoiter ces îles en prétextant qu'elles n'appartiennent pas à la Chine, mais qu'elles devraient appartenir au Vietnam, alors en remontant l'histoire, etc. Bon là c'est un peu compliqué. Mais voilà, on va avoir des tensions géopolitiques très importantes entre les États pour obtenir l'acquisition de ces zones-là. D'ailleurs, petite parenthèse, la France fait partie des pays qui ont le plus de ZEE en termes de kilomètres, justement parce que la France possède des îles un petit peu, enfin possède, il y a des départements français qui sont répartis un petit peu dans le monde, un petit peu partout dans le monde, et donc ces îles comme la Réunion, comme Mayotte, comme la Martinique, Guadeloupe, etc. vont rapporter des kilomètres de ZEE, donc vont rapporter autant d'espace avec des ressources particulières. Les espaces maritimes sont également concernés par les enjeux énergétiques. Vous n'êtes pas sans savoir que la ressource la plus recherchée au monde, ce sont sans doute les hydrocarbures, d'accord, le pétrole, le gaz, qui permettent de faire fonctionner l'économie mondiale. Aujourd'hui, on sait à peu près cartographier ces gisements, on sait un petit peu où est-ce qu'ils se situent. Sauf qu'en fait, on va avoir un intérêt qui va naître de l'océan glacial arctique. C'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a potentiellement du pétrole dans cet espace-là qui est complètement inexploité, puisque à l'heure actuelle, c'est encore un océan glacial, c'est-à-dire que c'est de la banquise, c'est de la glace. Mais avec le réchauffement climatique, en fait, il y a des bouts de cet océan qui commencent à fondre et qui permettent aux hommes de voir un petit peu de plus près ce qui se passe et de faire des constructions de ce type-là pour aller faire des forages et chercher du pétrole. Le problème, c'est que il y a aussi des enjeux environnementaux, puisque là on est dans un espace naturel et que ces grosses plateformes pétrolières vont s'approcher de plus en plus près de cet espace-là, quitte à potentiellement le polluer complètement avec des accidents, du pétrole qui s'échappe, voilà, des incendies, des choses comme ça. Donc on va avoir des organisations non gouvernementales comme Greenpeace qui vont s'opposer à l'exploitation, à la destruction de la biodiversité dans la zone de l'océan glacial arctique. Enfin, dernier point stratégique pour ces espaces maritimes, ce sont les espaces type détroit ou bien encore les canaux. Alors, un petit rappel sur ce dont on parle. Ici, vous avez le détroit de Gibraltar. Donc un détroit, c'est quoi? C'est le passage, un passage maritime, entre deux bandes de terre, deux continents par exemple. Ici, vous avez de ce côté-là l'Espagne, avec la ville de Cadix qui se trouve ici, la baie d'Algésiras ici. Et de l'autre côté, vous avez le Maroc. D'accord? Donc en gros, vous avez le continent européen et ici le continent africain. Donc pourquoi est-ce que un détroit peut être un endroit stratégique? Parce qu'en fait, le fait que le passage soit très étroit, ça va être un endroit très important à contrôler, un petit peu comme une douane, si vous voulez. Quand on doit passer une frontière, vous allez souvent mettre des douanes à des endroits où les gens ne peuvent pas aller à droite ou à gauche, ils sont obligés, c'est un passage obligé pour aller d'un endroit à un autre. De la même manière, vous allez avoir les canaux.
Ici, nous avons la photo du canal de Suez qui se situe en Égypte, le long de la mer, à l'extrémité nord de la mer Rouge. Donc le canal de Suez, c'est un cours d'eau artificiel qui a été donc construit par l'homme pour permettre la navigation. Donc en fait, le canal de Suez, je vais vous montrer sur la diapo suivante avec une carte, il a permis de faire le lien entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, et ainsi permettre à des canaux, des porte-containers de traverser et puis de continuer leur route. D'accord? Donc là, vous voyez, vous avez reconnu les containers ici, bien rangés comme il faut sur un énorme porte-container, et on en voit un ici au loin. Donc pareil, là l'enjeu, ça va être de contrôler cet espace-là pour faire payer le passage à ces bateaux qui de toute façon sont obligés de passer par votre canal parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils veulent pas faire des milliers, des milliers, des milliers de kilomètres supplémentaires, ils vont prendre votre chemin et donc payer les droits de passage. J'ai pris cette carte sur Google pour vous montrer un petit peu plus précisément. Donc ici, vous avez l'extrémité nord de la mer Rouge, hein, la mer Rouge que l'on voit ici avec sa petite forme de limace. Et donc à l'extrémité, vous avez encore un petit peu un passage avec de l'eau, ici jusqu'à Suez. Et puis à partir de Suez, les bateaux ne pouvaient plus passer. D'accord? C'était trop étroit. Donc le canal de Suez, en fait, il a fait quoi? Il a coupé le continent, enfin coupé la Terre en deux pour permettre, hop, le passage vers la mer Méditerranée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un bateau qui est sur la mer Rouge, hop, il peut naviguer, traverser et rejoindre la mer Méditerranée. Ce qui fait que si je reprends la carte là, ici, un bateau qui va venir d'Asie par exemple, au lieu de faire plus de 20 000 km pour rejoindre la mer Méditerranée, hop, il va passer par la mer Rouge, passer par le canal de Suez et faire simplement ici, là je le double un peu pour qu'on voit mieux le trait, il va faire 12 000 km, 13 000 km, je me rappelle plus, à peu près. Voilà, là on est plutôt sur du 20 000, là on est plutôt sur du 13 000 km à quelques milliers de kilomètres près. D'accord? Donc vous voyez que l'enjeu pour l'Égypte qui possède ce canal, bah, ça va être de faire payer le droit de passage des bateaux pour que ces bateaux puissent aller d'un endroit à l'autre. Pour terminer cette partie, une carte des principaux passages importants à connaître. Donc les passages, ça va être tous les petits cercles en violet. Donc je vous demanderai de retenir le détroit de Gibraltar que l'on a évoqué tout à l'heure. Le canal de Suez, donc qui permet aux bateaux de passer de la mer Rouge à la mer Méditerranée. Et puis aussi d'en retenir deux autres, le détroit de Malacca qui se situe ici entre le continent, entre l'Océanie et puis l'Asie, donc plus précisément entre Singapour et la Malaisie, et l'Indonésie aussi. Et le détroit de Bering. Voilà, donc savoir placer ces quatre points stratégiques, ça me semble la base, le minimum qu'on peut vous demander. Vous notez ce deuxième bilan, vous mettez pause, vous prenez le temps de noter tout ça. Enfin, dernière partie, grand 3 en rouge, des espaces à protéger. Pour cette troisième et dernière partie, je vous propose cette fois-ci de travailler sur un sujet guidé. Donc, première partie, je vous ai proposé de mettre en application la méthode vue, mais cette fois-ci ensemble, donc j'ai donné la correction tout de suite. Deuxième partie, pour aller un peu plus vite, je vous ai directement expliqué ce que je voulais que vous reteniez de chaque document. Et pour cette dernière partie, je vais vous demander cette fois-ci de travailler tout seul. Donc en fait, l'objectif, ça va être de répondre aux questions que je vais vous poser. Il va y avoir 4 questions. Vous notez vos réponses dans votre cahier à la suite. Et une fois que la vidéo sera terminée, je vais vous donner comme d'habitude le lien vers Cuisinière.
Et dans Cuisinière, vous allez voir que je vous aurai remis ces questions-là. Donc en fait, vous allez recopier les questions auxquelles vous aurez répondu là maintenant. Vous les recopierez dans Cuisinière voilà, avec les références. Je vais vous réécrire les questions, je vous remettrai les documents si besoin, et vous mettrez bien vos réponses pour la question 1, la question 2, 3 et 4 dans Cuisinière. Alors, ce sujet guidé, je l'ai pris dans votre manuel, donc pour celles et ceux qui l'ont, vous pouvez le retrouver page 282, si c'est plus simple pour vous pour travailler, de l'avoir sous les yeux. N'oubliez pas que vous avez aussi le livre scolaire.fr, vous pouvez aller directement prendre les informations dessus. Moi, de toute façon, là dans la vidéo, je vous les reprojette. Vous pouvez mettre pause pour les voir aussi. Voici les deux documents qui vont servir pour répondre aux questions. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause afin d'avoir le temps de les regarder une première fois selon la méthode qu'on a appris ensemble. Je me répète, je sais, j'espère que vous l'avez bien intégré, mais la première lecture des documents sert à prendre quelques infos rapides pour présenter le document. Même si on ne vous demande pas de le présenter, il faut quand même avoir rassemblé ces idées-là dans votre tête. Puis vous vous intéressez à la question, puis vous revenez chercher les informations dans le document. Je reproduis la petite fiche méthode qui est proposée par votre manuel. Je m'attarde pas plus dessus pour pas que la vidéo soit trop longue, donc je vous laisserai mettre pause pour le lire. Je mets la question en bas à gauche, pas du tout, en bas à droite. Vous pouvez recopier la question si vous le souhaitez. Pour ne pas vous tromper, quand vous allez recopier votre réponse dans Cuisinière, ça peut être une bonne solution. Sinon, voilà, peu importe que vous la recopiez ou pas. Vous mettez pause et je vous laisse travailler. Deuxième question. Troisième question. Et enfin, quatrième et dernière question. Petit piège, vous voyez qu'il y a deux questions en une seule. Voici le dernier bilan à noter dans votre cours, donc vous pouvez l'écrire à la suite des réponses que vous avez rédigées pour le quiz. Évidemment, c'est pas la peine de recopier ce bilan dans le test cuisinière, hein, puisque voilà, je connais le bilan et puis ça n'a pas de rapport direct avec les questions qui vous ont été posées. Donc vous pouvez maintenant passer au quiz. Je vous mettrai une question aussi sur l'idée de classe virtuelle. Alors peut-être que vous connaissez des élèves qui en ont fait avec leurs enseignants, moi j'en ai entendu un petit peu parler. Donc j'ai besoin de savoir le nombre d'élèves qui seraient intéressés pour une session plutôt, hein, on va pas se lancer sur plein de sessions, mais au moins une session de classe virtuelle. L'objectif, ça serait surtout de pouvoir échanger sur des difficultés que vous rencontrez dans l'apprentissage à distance. Ça sera pas un cours, hein, dans tous les cas, ça sera vraiment une session d'échange, discussion, questions. Voilà, donc j'ai besoin de savoir le nombre d'élèves présents pour savoir si je fais une session pour les 4e C, une session pour les 4e E, ou si j'ai pas beaucoup d'élèves, bah du coup une session 4e confondue. Ça sera possible potentiellement la semaine prochaine ou dans la semaine du 18 mai. Tout dépendra en fait de la réouverture du collège. Si c'est repoussé, si c'est fait à date prévue, voilà, je sais pas trop encore ce qui va se passer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous plairait ou pas, si vous jugez ça utile ou pas. Je vous laisse maintenant travailler votre quiz.